Bonjour, chers jeunes citoyens du monde. Geneviève Borne, toujours avec vous. J'adore vous retrouver pour ces beaux entretiens. Puis aujourd'hui, on a la chance de s'entretenir avec une personnalité médiatique québécoise bien aimée, bien respectée. C'est un animateur audacieux, courageux, original, qui a vraiment inventé une façon de faire vraiment ses entrevues et ses émissions. C'est Jean-René Dufort qui est avec nous, qui est à la barre de l'émission Infoman depuis plusieurs années et qui a une multitude d'autres projets aussi. Bonjour Jean-René. Bonjour. Donc Jean-René, comme tu sais, on est en présence de jeunes très curieux qui ont envie d'en savoir plus sur toi et, OK. d'avoir une sorte de perspective sur ton métier et ta façon de voir la vie. Comment vas-tu d'abord? Ben, ça va très bien. C'est un plaisir d'accueillir tout le monde dans mon magnifique bureau ici. Mais oui, ça va très bien. On vient de finir notre saison, donc on est un peu plus relax. Oui. Alors cet été, est-ce que tu as un peu de vacances? Non, parce qu'on va tourner le gros laboratoire saison 6 avec Oui. cette fois-ci des jeunes de 13 à 15 ans. Donc, on va OK. avoir beaucoup de plaisir. Et après ça, je m'en vais aux Olympiques de Paris. De Paris, Et, bien sûr. ben oui, et puis après ça, c'est le retour pour la 25e saison d'Infoman. 25 ans, ça c'est rare, une émission qui dure aussi longtemps. Tu C'est sembles très avoir, rare. Je pense qu'on nous a simplement oubliés dans la grille horaire. mais tu sembles avoir autant de plaisir qu'avant de faire cette émission-là. Mais moi, je suis un éternel petit gars de 4 ans, donc j'ai du plaisir tout le temps. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup suivre l'actualité. C'est ça qui est le fun avec Infoman, c'est juste toujours c'est une chaudière vide. Chaque semaine, il y a des sujets différents qui arrivent. Moi, j'ai les meilleurs scripteurs du monde. C'est l'actualité qui arrive toujours avec des choses complètement différentes. Et croyez-le ou non, à chaque lundi matin, je me dis, jamais on va avoir assez de stock cette semaine pour faire une émission et on en jette toujours un 8-10 minutes le jeudi. C'est la magie de l'actualité. Oui, c'est très généreux et la chaudière se remplit tout le temps, à chaque fois, à Se chaque semaine. remplit très facilement, très vite. Donc, tu es prêt à recevoir les questions des élèves? Oui, oui, Super. Alors, on y va. Alors, on a une question de Clovis qui est à l'école Chanoine-Ferland à Saint-Fabien de Panay, au Québec. excellent. Euh, Quel genre d'enfant étiez-vous et à quel moment avez-vous su ce que vous vouliez faire dans la vie? Ça, c'est une très bonne question et je dois dire qu'à l'école, au primaire comme au secondaire, j'étais très, très, très timide. J'étais toujours à l'arrière de la classe et je ne pense pas avoir répondu à une question volontaire de mes profs au primaire et au secondaire. Jamais, jamais. Pour moi, ma terreur, c'était de faire des oraux devant la classe. Euh, je pense que j'étais bon, mais je détestais ça jusqu'à ce qu'un professeur en secondaire 2 me dise après un de mes oraux en français que j'étais très bon et que je devrais penser à aller dans les médias. Je l'ai trouvé bien niaiseux et j'ai fait le contraire. Finalement, c'est lui qui avait raison. Donc, je n'étais pas du tout quand vous me voyez faire des folies à la télé, personne qui m'a vu à l'école pourrait croire que j'allais faire ça. Même moi, j'y croyais pas. Ce qui fait que c'est pas parce qu'on est gêné à l'école qu'on peut pas, après ça, se dégêner dans d'autres choses. Je sais pas pourquoi. J'étais plus, j'étais timide, j'étais calme, j'étais quand même assez studieux. Mais j'étais pas du tout la personne que vous voyez à la télé. Très bonne question.
Oui, ben, merci beaucoup. Je suis curieuse de ce qui t'entoure, Jean-René. Explique-nous, Oui, c'est quoi ce bazar? ça, c'est notre bureau qu'on appelle le Zoom Center. C'est là qu'on fait nos entrevues Zoom. Et c'est des souvenirs d'actualité, ça, c'est mon poulet préféré qui fait du bruit ici. Il y a la photo du roi Charles en haut là. Oui, oui. Ici, j'aime beaucoup les boutons qui servent à rien, inutiles. Il y a ici Barbie et Ken qui ont fait l'actualité. Mon casque de dictateur ici, le monde, des drapeaux. Donc, c'est des cochonneries qu'on collectionne comme ça. Ah, c'est très Ah, drôle. tiens, Ah, il y a même un virus ici. oh, le fameux coronavirus, my God. C'est lui, c'est lui. Oh mon Dieu. Je t'avais nourri aussi beaucoup pour tes émissions, c'est clair. Oui, on a été une des seules émissions qui est restée en ondes pendant la COVID parce qu'il y avait juste moi, mon bâton de hockey et mon caméraman dans la rue. Oui, pour garder la distance avec le micro au bout du Oui, bâton. OK. avec le bâton de hockey qui est encore ici. Qui est Ah! comme ça. Alors, ici, un petit truc. Dans mon bureau, j'ai toujours mon hockey et ma pagaie. Parce La que si vous pagaie. regardez dans le. Oui. Ben, c'est parce que si vous regardez quand Justin Trudeau reçoit des dignitaires dans son bureau, il y a toujours accroché sur son mur un hockey et une pagaie. Et je me suis dit, je vais faire comme lui. Ah ben Et oui. dans son bureau à Justin, il y a son hockey, sa pagaie, moi aussi. Super. On va prendre une deuxième question maintenant. C'est une question qui nous vient de Westmore High School à Oklahoma City, en Oklahoma. Donc, on s'en va aux Mhm. États-Unis, Jean-René. Excellent. Bonjour, merci. La question numéro 2, c'est comment le fait de devenir père a-t-il changé votre vision de la vie et vos préoccupations sur l'environnement? Ça, c'est une excellente question parce que ça change effectivement tout. Moi, j'ai un garçon de 22 ans et une fille de 13 ans. Et plus principalement ma fille de 13 ans parce que l'environnement, c'est une préoccupation importante, mais quand on a des enfants, on se rend compte que ce qu'on fait dans la vie va avoir une répercussion sur leur vie à eux. Tu sais, on personnalise le problème. C'est-à-dire que si moi, je ne fais pas attention, si moi, je n'œuvre pas pour laisser un monde meilleur à mes enfants, mais c'est mes enfants qui vont être pris avec ce problème-là. Et je dis toujours à ma fille qu'elle n'est pas chanceuse, parce que les jeunes présentement sont peu chanceux, parce qu'ils n'auront pas le luxe, comme les générations précédentes, de repousser le problème à l'autre génération. C'est-à-dire que ma fille n'aura pas le luxe de laisser à ses enfants le problème parce que j'ai l'impression que la majorité des décisions importantes en environnement devront se prendre dans les prochaines années, sinon les répercussions vont être très graves. Et donc, la génération de mes enfants, c'est la génération qui va devoir prendre action ou subir de graves conséquences avec l'environnement. Donc, je trouve qu'on est à un moment de l'histoire de l'humanité qui est très importante et ça touche justement les jeunes et nos enfants. Mais à chaque fois que je vais dans les écoles ou que je rencontre des jeunes, j'ai quand même espoir qu'eux ne feront pas les mêmes gaffes que nous et qui vont savoir pour une fois, pour une première fois dans l'humanité, faire ce qu'il faut et ne pas repousser un futur parce que c'est un luxe que l'humanité n'a plus. Fait que c'est sûr que de devenir parent dans ce contexte-là, c'est très stressant, mais en même temps, c'est d'un geste d'avoir une certaine foi en l'humanité que nos enfants vont faire mieux que nous, ce qui n'est pas très difficile, je dirais. C'est la génération qui va réparer alors. Ben, c'est la génération qui n'aura pas le choix. C'est soit la génération qui va aller au précipice ou soit qui va réparer.
Donc, moi, j'ai l'impression de ce que je vois dans les écoles, et la jeunesse quand même très allumée. Moi, j'ai foi que justement, ça va être cette génération-là qui va prendre action et qui va réparer. Merci beaucoup. Alors, bye bye à tout le monde à Oklahoma City. Maintenant, Ben oui. oui, et on revient au Canada et on se rend à l'école River Heights à Saskatoon pour une autre question. Bonjour, un plaisir de vous rencontrer ce matin. Ben oui, bonjour. Parlons d'enfants, je suis avec un élève de ma classe, mais aussi mon enfant. Mon fils Emmett est ici avec moi et on va partager la question ce matin. Alors, excellent. Vous couvrez les grands événements de la société et de la vie politique dans un style authentique et unique qui fait votre charme. Merci. Comment vous faites tomber certains masques et de faire ressortir les vérités? Ça, c'est aussi une très bonne question. Je dirais que c'est toujours... moi, ma spécialité, c'est de rencontrer des politiciens. J'en ai rencontré beaucoup. J'en ai rencontré des politiciens québécois, canadiens, dans le monde, aux États-Unis. Et je prends toujours pour acquis que je pense pas que je ferais un meilleur travail qu'eux. Et j'essaie toujours de tabler sur leurs bonnes intentions parce que je pense que la majorité des politiciens débutent avec des bonnes intentions. C'est après que ça devient un peu plus compliqué, malgré eux des fois. Mais c'est toujours comique de voir. Je peux donner un exemple très concret qui va inclure nos amis américains. À chaque fois que je vais voir mon premier ministre du Canada, je lui demande toujours « Qu'est-ce que tu penses de telle chose? Qu'est-ce que tu penses de telle chose? » Et je sais très bien qu'il ne peut pas me répondre parce que s'il a une opinion personnelle, il ne pourra pas me la donner parce que son opinion personnelle, c'est l'opinion du Canada. Donc, il n'est pas capable. Et je le taquinais souvent quand je lui disais « Qu'est-ce que vous pensez de vos relations avec Donald Trump? » Et il faisait un petit sourire et il me disait « Tout va très bien. » Mais je savais très bien quand il me faisait un petit sourire qu'il ne pouvait pas me répondre. Puis il n'allait pas me répondre ce qu'il pensait vraiment. Mais ma petite victoire à moi, quand tu disais tomber les masques, c'est le petit sourire avant de répondre. C'est ça que je lisais, le petit « je ne peux pas te répondre ». Ma réponse était là. Mais en même temps, je comprends aussi que ces personnages-là ont des jobs impossibles à faire. On parlait d'environnement tantôt. Le ministre de l'Environnement du Canada est Stephen Guilbeault, quelqu'un que j'ai connu très bien dans le temps qui était activiste chez Greenpeace. Donc, c'est sûr que quand je vais le voir en tant que ministre de l'Environnement, je sais très bien que lui, il voudrait prendre toutes les décisions pro-environnement du monde, mais qu'il peut pas toujours, il essaie il est plein de bonne volonté, mais il faut qu'il navigue selon toutes les pensées, et puis il faut qu'il essaie de trouver une solution qui va faire plaisir à tout le monde. Mais je sais qu'à l'intérieur de lui, la solution ne lui fait pas toujours plaisir. Donc, c'est toujours de les taquiner comme ça, en lui disant son dernier plan pour sauver le Canada et l'Amérique du Nord de l'environnement, de la pollution. Je lui disais, ben ça ne fonctionne pas. On va juste plus lentement vers le précipice. Et il m'a simplement répondu en riant, oui, on va plus lentement vers le précipice, mais plus lentement. Donc, c'est d'essayer de les taquiner, mais en même temps de comprendre qu'ils ont un travail parfois impossible à faire et que aussi d'essayer, surtout avec ce qui se passe présentement sur les réseaux sociaux, où ils sont souvent... Il y a plusieurs personnes qui leur disent leur façon de penser, puis qui est dans la rue, qui les apostrophe.
Et c'est d'essayer aussi de montrer un certain respect du fait que si on n'a plus personne qui veut essayer de nous diriger, ben on ne sera pas plus avancé. Donc, il faut quand même leur donner le respect de base de cette personne-là est de bonne volonté, elle tente de faire des choses. Des fois, ils tentent de nous cacher pour des bonnes ou des mauvaises raisons certaines choses. Et des fois, ça paraît tellement que ça en devient presque attachant. C'est-à-dire que c'est toujours comique de leur dire t'as-tu vraiment pensé que ça fonctionnerait? Oui, oui, oui. Wow! Je pense que je peux juste te faire un câlin parce que c'est trop naïf de penser que ça, on ne verrait jamais ça passer. Donc, c'est aussi de les taquiner comme ça. Mes réponses, je vais les chercher pas seulement dans leurs réponses. Je ne sais pas si ça fait sens un peu. Mhm. Ah, merci bien. Alors, Jean-René, comme tu aimes bien voyager, donc on se transporte à nouveau du côté des États-Unis. On retraverse la frontière. On s'en va en Caroline du Sud à l'école Rock Wow. Hill. Excellent. Bonjour. Bonjour. La Caroline du Sud, le paradis du tennis. Ah oui, nous sommes dans le ville du football américain, Rock Hill. Ah, excellent. Moi, je suis Jean Paquette et je m'appelle Adil. Nous sommes élèves en immersion française au collège de Sullivan à Rock Hill en Caroline du Sud aux États-Unis. Nos élèves participants aujourd'hui viennent de près de 7000 écoles dans 37 pays et parlent à peu près tout français grâce à leurs enseignants de français, comme notre langue d'excellence. Bonjour. Avez-vous un message d'amour pour la langue française? Oui, ça, c'est certain. Je dirais, premièrement, votre français est excellent. Bravo. Merci. Et oui, j'ai un message d'amour pour la langue française parce que moi, je dis toujours, la langue française, c'est mon épice, c'est mon goût. C'est ce qui fait que c'est mon caractère, c'est ma façon de m'exprimer. Et il ne faut pas apprendre une nouvelle langue. C'est toujours une ouverture à un monde qui est absolument hallucinant. C'est une découverte incroyable. C'est une façon de voyager sans voyager. Et être fier de sa langue, c'est aussi quelque chose de vraiment qui fait plaisir parce qu'il faut toujours se dire que ce qui est local pour nous est exotique pour le reste du monde. Je peux vous donner un exemple de quelqu'un dont je suis très fier et que vous connaissez peut-être, c'est le réalisateur de Dune, Denis Villeneuve, qui est québécois, qui est canadien. Et quand vous l'entendez en entrevue dans les late night shows américains, il donne toujours ses entrevues avec un accent français absolument immense, dont il est très fier. Et quand on voit ça, on se dit, est-ce qu'il parle mal anglais ou non? Il le parle très bien, mais avec sa couleur à lui. Et moi, je trouve très important de réaliser que nos différences à nous, c'est de la couleur pour nous, c'est notre façon d'apparaître comme exotique ou différent. Et la langue française, c'est très comique quand on voyage parce qu'on se rend compte qu'elle est aimée en plusieurs endroits. Et Geneviève, tu as sûrement remarqué quand on va au Japon, il y a plusieurs restaurants et boutiques qui ont des noms français, alors qu'au Japon, à peu près personne parle français, mais c'est identifié comme étant quelque chose de très exotique et très classe d'appeler sa boutique avec un nom français. Et ils sont très fiers de ça, même s'ils ne parlent pas français. Et l'autre chose qui est très intéressante avec la langue française, c'est qu'on peut développer, comment je pourrais dire, des amitiés avec d'autres communautés francophones. Au mois d'août, je vais aller à Paris aux Jeux olympiques et j'ai très hâte de m'amuser un mois de temps avec mes cousins français qui parlent un français
et un petit peu différent, avec un accent différent, de se taquiner avec nos façons, de nos tournures de phrases. C'est certain que ça va être fort plaisant de parler un peu comme les Américains taquinent les Canadiens anglais avec leur accent. Nous, on s'amuse beaucoup dans la francophonie à se taquiner avec notre accent. Mais c'est toujours parler français, c'est toujours quelqu'un, et je peux vous dire que si vous venez au Québec et que vous parlez français aussi bien que vous le parlez là, les gens vont être tellement gentils avec vous parce qu'on est tellement fiers. C'est comme un cadeau quand quelqu'un nous parle français parce qu'on sait que c'est pas facile à apprendre comme langue, mais quand on nous parle français, ben vous allez avoir une quantité incroyable de milkshakes gratuits. Super. Merci, Rocky Hill. Merci à tous les On a écoles. juste une petite. Il voulait poser une petite question à Ah oui? propos des élèves. Oui. OK. Et avez-vous un message pour les élèves de nos écoles? Ben oui, votre message, c'est vous restez dans un état superbe et continuez à apprendre le français. Vous êtes déjà très bon. Et la Caroline, c'est pas très loin du Québec. Venez nous visiter. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir au Québec. C'est pas loin de Louisiane, justement. On va peut-être faire ça, justement. Vous pouvez faire les deux. Oui, Voilà. aller en bas et après ça, aller en haut. Tout Ou à aller fait. en haut et après ça, aller en bas. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Puis, Jean-René, je me suis gardé la dernière question. Et OK. je sais que tu voyages beaucoup. Tu adores voyager. Parfois, c'est pour le travail. Parfois, c'est des voyages personnels. Puis, souvent, ton appareil photo avec toi. Ma question, c'est quelle place prend le voyage dans ton cœur et dans ta tête? Oh boy, ça c'est une bonne question. Je dirais qu'il y a 2 endroits que j'aime particulièrement. Pour la photographie, je dirais que moi, je vais être obligé d'en nommer plus. J'aime beaucoup l'Islande pour les paysages et la photographie, mais pour photographier les gens, je dirais que le Japon et la Chine, ils sont habitués avec les appareils photo, ils ne sont pas gênés, c'est absolument des endroits fantastiques à photographier. J'aime beaucoup la Scandinavie. Moi, je suis un Danois dans l'âme. Si on me punit en me nommant ambassadeur canadien à Copenhague, je promets que je ne pleurerai pas très longtemps. Et pourquoi tu aimes autant le voyage? Parce que c'est de découvrir des pensées différentes, c'est de te forcer à penser en dehors de ta boîte. C'est de voir des procédés différents, c'est de voir que dans des endroits, ils ont eu une solution différente à la tienne. Parfois, elle est moins bonne, parfois, elle est bien meilleure. Et c'est de voir des différentes façons de penser et ça te force à ne pas penser qu'il y a une façon unique de faire les choses et que si quelqu'un voit les choses différemment, ce n'est pas qu'il a tort, c'est qu'il est simplement différent et que peut-être en discutant, on se rend compte que les 2 solutions ne sont pas meilleures ou pires, mais qu'il y a 2 façons de voir les choses. Merci, Jean-René, pour tes réponses tellement inspirantes. Merci à tous les jeunes citoyens du monde d'avoir participé aujourd'hui. Et Oui, merci à vous. on te souhaite un bel été, Jean-René, aux Olympiques et sur tous tes projets. Merci beaucoup pour ton temps. Merci, ça m'a fait un grand plaisir. Et puis, merci dans toute l'Amérique du Nord. À la prochaine. Merci. Bye. Bye. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Bye. Au revoir.